qu'il faut vraiment, en tout cas, tout de suite supprimer toute idée confuse qui consisterait à dire qu'on va envoyer nos jeunes en Ukraine. C'est pas du tout le sens de cette affaire. Il est très clair que nous devons renforcer le pacte armée-nation. Et c'est dans ce contexte-là qu'on prend plusieurs initiatives, dont celle de la transformation du service national universel vers une nouvelle forme, et j'aurai l'occasion de l'évoquer dans les jours à venir. Voilà, et on va en parler évidemment avec vous, Nathalie Erwan. Nathalie Morey, journaliste politique pour les journaux régionaux du groupe EBRA. Erwan, directeur conseil à l'Institut de sondage Odoxa. On entend Emmanuel Macron qui s'exprime ce matin sur cette question de la guerre en Ukraine, sur la position des Européens, et on l'entend, il veut rassurer les Français, les jeunes Français, sur des propos qui auraient peut-être été mal compris. Il endosse à nouveau son costume de chef à l'international, Nathalie. Il ne fait que ça depuis au moins 2022. Moi, je trouve qu'il s'est beaucoup recentré. Il a beaucoup insisté sur tout ce qui dérivait du conflit entre l'Ukraine et la Russie depuis 2 ans. D'ailleurs, c'était un conflit qui avait un petit peu congelé la dernière campagne présidentielle. Et en un mot, il dit ça. Il dit oui, on n'enverra pas nos jeunes sur le conflit en Ukraine. En revanche, on est dans une guerre hybride. Il faut le comprendre. Et ça implique un certain nombre de choix que je serai amenée à faire. Donc c'est ça qu'il dit. En fait, je trouve qu'il dit rien de nouveau parce qu'il dit ça depuis très très longtemps. Mais on est collectivement, je pense, dans un changement de paradigme. C'est-à-dire qu'on a tellement vécu depuis des dizaines d'années dans l'idée qu'effectivement on était dans un monde de paix, que collectivement, et quand je dis collectivement, c'est au niveau européen, on a du mal à entendre et à concevoir qu'effectivement il y a une menace, qu'elle s'appelle la Russie et qu'elle est à nos portes. Ouais, sur l'idée du service militaire volontaire qu'il devrait annoncer jeudi, Erwan, est-ce que ça c'est quelque chose auquel les Français pourraient adhérer? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on le voit régulièrement dans les enquêtes d'opinion. Il y a une certaine nostalgie des Français quand on parle du service militaire. Puis c'est aussi, on est dans un contexte où non seulement les Français sont inquiets de la situation en Ukraine, ils ont le sentiment que ça peut avoir des répercussions sur leur quotidien. Ils sont attachés à leur armée. Les Français, ils ont une très bonne image des forces armées françaises. Et puis, l'armée, c'est aussi ce qui diffuse certaines valeurs patriotiques, d'ordre, de respect des institutions. Donc, ça plaît tout à fait aux Français. 9 Français sur 10 sont favorables au rétablissement du service militaire. Après, il n'y en a qu'un sur 2 qui est favorable à ce qu'il soit obligatoire. Donc, il y a quand même des modalités logistiques qui expliqueront le niveau de soutien, mais sur le principe, les Français sont très favorables à ce que le service militaire soit rétabli. On va parler du baromètre Odoxa pour Public Sénat et la presse régionale, puisqu'on parle d'Emmanuel Macron. On va commencer par la cote de popularité d'Emmanuel Macron. 78% d'impopularité. Il n'arrive pas à remonter dans les opinions, Erwan. Non, ce qu'on voit, c'est que le lien semble définitivement rompu avec les Français. Il est à un niveau très haut, très bas de soutien dans l'opinion. Le rejet est très fort chez les cadres, chez les 65 ans et plus, qui étaient quand même les segments les plus forts de son socle électoral jusqu'il y a peu. Et il fait figure, avec Jean-Luc Mélenchon, il fait partie des 2 personnalités qui ont plus de 50% de taux de rejet. C'est-à-dire qu'il fait partie des 2 personnalités les plus rejetées du paysage politique national. Tout se passe comme si les Français avaient, inconsciemment ou pas, tourner la page Emmanuel Macron, attendre peu de choses de ce président dont la cote de popularité ne bénéficie pas d'une respiration, alors même qu'il a pris du recul par rapport à la scène nationale. Comment on l'explique, Nathalie? C'est vrai qu'on était dans une période où là, il s'exprime beaucoup sur l'international, il est dans une séquence très internationale. Il y a eu aussi les commémorations des 10 ans du 13 novembre, dont on aurait pu dire que ça redonne forcément un élan à Emmanuel Macron. Il ne profite de rien de tout ça. Moi, je pense qu'il y a 2 choses. La première, c'est qu'il est là depuis 8 ans et qu'il y a une usure du pouvoir que vous mesurez, mais qui est réelle. Je pense qu'effectivement, Emmanuel Macron souffre de cette usure de pouvoir, comme souffrirait n'importe quel chef de l'État à sa place. Mais ce qui aggrave son cas, si je peux me permettre de parler ainsi, c'est sans doute la dissolution incomprise, et qui demeure incomprise largement, de 2024. Et ça, je pense que c'est une fracture, vous en parlez souvent, Erwan, mais une fracture avec l'opinion, qui, je pense, aura du mal
à se reconnecter. Et d'ailleurs, ce matin, sur RTL, il en a parlé, puisque le journaliste lui disait, mais les gens ne comprennent... Enfin, c'est aussi un petit peu de votre faute, ce qui se passe. Et il dit, non, moi j'ai voulu redonner du sens et les Français ont voté comme ils l'ont voulu. Mais n'empêche qu'effectivement, la personne qui a dissous et qui a fait en sorte qu'on se retrouve avec une assemblée légitime, certes, mais fracturée, c'est lui. Et ça, je pense que dans l'inconscient collectif, c'est quelque chose qui demeure et qui explique en partie sa cote de popularité très basse. C'est ça, Erwan, c'est un rejet de sa politique, de ses choix, dont celui de la dissolution, pointait très bien Nathalie, ou il y a aussi un rejet de sa personne? Il y a eu un cocktail un peu dévastateur pour sa popularité. Tout commence avec la réforme des retraites, où sur le fond, on a le sentiment qu'il est maltraitant socialement. Sur la forme, on a l'impression qu'il fait un passage en force démocratique avec le 49-3, puis cette dissolution qui devait être une opération de clarification qui a créé uniquement de la confusion dans l'esprit des Français, tant et si bien qu'il n'est plus du tout crédité dans l'esprit des Français comme étant le président qui va relever les défis qui se posent pour la France. À ça s'est ajoutée la perspective d'une dette record pour les comptes publics. Donc tout ça mis ensemble fait que les Français ne croient plus en la compétence d'Emmanuel Macron et sont très critiques à son égard. Et d'ailleurs, quand on leur demande qui est le principal responsable de la crise politique actuelle. Alors évidemment, les oppositions ne sont pas épargnées, leur attitude n'est pas saluée, mais c'est Emmanuel Macron qui sort très largement en tête dans l'opinion des Français. On va parler d'un mot de Sébastien Lecornu, le Premier ministre, qui, alors lui, en revanche, voit sa popularité monter en flèche. Il prend 6 points, il est à 36%. Les Français approuvent quoi? La méthode, le style, l'homme? Alors, 36% des Français jugent effectivement que Sébastien Lecornu est un bon Premier ministre. Alors, ça le place plutôt au-dessus des premiers ministres précédents comme Elisabeth Borne ou comme François Bayrou. Ça le place plutôt en dessous ce qu'on mesurait pour Jean Castex ou pour Gabriel Attal. On peut parler plutôt de stabilisation à un niveau intermédiaire, parce qu'en fait, en réalité, sa cote de popularité ne bouge pas chez les sympathisants Renaissance et chez les sympathisants LR. Chez les autres, en fait, il y a un peu plus de bienveillance, parce que quand on faisait la mesure le mois dernier, on sortait du mois de la démission renomination, de discours de politique générale à l'Assemblée, de l'annonce de la suspension de retraite, de plein de séquences qui avaient créé beaucoup de clivages partisans. Aujourd'hui, il y a un peu plus de bienveillance de la part des oppositions. Et puis c'est vrai que de toute façon, Sébastien Lecornu, autant les Français que les oppositions lui disent, sur le plan de la méthode, il y a assez peu de choses à lui reprocher. En plus, le refus de passer par le 49-3, la volonté de faire des concessions, de discuter collectivement, tout ça, ça lui est reconnu comme étant des qualités. En revanche, sur la ligne politique, il est un peu moins soutenu. Donc tout ça ne se transformera pas en capital politique, mais il y a beaucoup plus de bienveillance à l'égard de Sébastien Lecornu qu'à l'égard d'Emmanuel Macron, évidemment. Est-ce que ça peut paraître un peu paradoxal, Nathalie, au moment où il a des difficultés à faire passer les budgets? Je pense que les Français décryptent parfaitement les personnages politiques qui sont devant nous. Ils savent que Sébastien Lecornu est un très proche du président, vous l'avez dit, donc bon, c'est la ligne du président et là-dessus, ça ne va pas arranger sa popularité. En revanche, je trouve que la façon dont il travaille et dont il forge son image depuis 2 mois et demi qu'il est à Matignon, elle est très habile. D'abord, il a eu une parole extrêmement rare. Il n'a pas fait un 20 heures dès qu'il est arrivé à Matignon. Il a commencé à parler à la presse quotidienne régionale, donc à la presse qui se lit partout sur les territoires, dans les bistrots et qui est la presse du lien social. Et ensuite, il a fait 2 apparitions assez marquantes en allocution devant le perron de Matignon. Pardon. La première pour démissionner au bout de 13 heures et la seconde hier matin de façon aussi complètement impromptue pour dire bon ben voilà, on n'y est pas. Je mets les responsabilités, enfin je mets les oppositions et la majorité d'ailleurs devant leurs responsabilités. Moi je veux bien faire les choses, mais à eux de faire le boulot. Je résume schématiquement. Donc on voit qu'il prend l'opinion à témoin à chaque fois. Alors ça, effectivement, je pense que c'est quelque chose à mettre à son crédit, puisqu'il parle non seulement aux oppositions dans le secret des couloirs de l'Assemblée et au Sénat, mais il a une parole qui est franche vis-à-vis des Français, et ça peut effectivement être mis à son crédit. Allez, on va en venir au cœur de ce baromètre, les intentions de vote pour la présidentielle de 2027. Avant de découvrir le résultat, Erwan, pour qu'on comprenne bien, un mot sur la méthode et sur le choix des candidats. Oui, tout à fait. Alors, on a posé différentes questions pour identifier quels étaient les candidats qu'on pouvait tester dans les intentions de vote. Et pour chacun des camps, on a demandé, parmi une liste de présidentiables ou de candidats putatifs, s'ils représentaient le meilleur candidat pour leur camp. Ce qu'on voit, c'est qu'à gauche,
pour le segment socialiste, Raphaël Glucksmann apparaît bien plus légitime et aux yeux des Français et aux yeux des sympathisants socialistes qu'Olivier Faure ou François Hollande. Au centre, Édouard Philippe est juste devant Gabriel Attal, mais tous les deux sont plutôt crédités comme étant de potentiels bons candidats pour leur camp par les sympathisants Renaissance et par les Français, un cran devant Gérald Darmanin. À droite, très nettement, et c'est le président des Républicains, Bruno Retailleau apparaît bien plus légitime pour représenter son camp que Xavier Bertrand, que Laurent Wauquiez, que Dominique de Villepin. Et enfin, à l'extrême droite, on a demandé, mais tout en sachant que Marine Le Pen serait vraisemblablement empêchée pour des raisons judiciaires, quel serait le meilleur candidat pour représenter l'extrême droite ? 44% des Français nous disent Jordan Bardella, ils sont que 37% à nous dire Marine Le Pen, et 97% des sympathisants RN, c'est l'unanimité devant Marine Le Pen, 90%, donc elle reste tout à fait légitime tout de même. Mais voilà, ça nous a donné un peu quel devait être le casting. Donc on a testé alternativement Édouard Philippe et Gabriel Attal dans 2 offres de premier tour pour ses intentions de vote. Et puisqu'on va parler des intentions de vote de second tour ensuite, en France, dans les sondages, on ne teste dans des deuxièmes tours que des candidats qui ont des chances d'accéder au second tour. C'est-à-dire qu'un Éric Zemmour, par exemple, dont le score aujourd'hui d'intention de vote est autour de 3%, ne peut pas être testé dans une intention de vote parce que sa présence au second tour est purement fictionnelle. Ceux qui sont testés au second tour sont les candidats qui, compte tenu des marges d'erreur statistiques, sont en possibilité d'accéder au second tour. Donc on a testé des seconds tours face à Jordan Bardella, pour Édouard Philippe, pour Gabriel Attal, pour Jean-Luc Mélenchon et pour Raphaël Glucksmann. Voilà, c'est très clair. C'était quand même important de repréciser la méthode pour qu'on comprenne bien. On va donc découvrir les résultats d'abord du premier tour. Quelle que soit la configuration, Jordan Bardella est largement en tête avec plus du double face à la personne qui arrive en seconde position. Oui, il y a vraiment un rapport de 1 à 2 entre le score potentiel d'Édouard Philippe et celui de Jordan Bardella. C'est la première information. Et l'information principale de tout ça, on l'avait déjà constaté en avril, on l'avait déjà constaté aux élections européennes, mais c'est un mouvement qui se prolonge. C'est la dynamique inversée entre le Rassemblement national et la majorité présidentielle. 35% d'intention de vote pour Jordan Bardella, c'est 12 points de plus que le score de Marine Le Pen au premier tour en 2022. 17% d'intention de vote pour Édouard Philippe, c'est 11 points de moins que le score d'Emmanuel Macron en 2022. Donc il y a vraiment 2 mécaniques inversées qui se prolongent dans le temps et qui sont de plus en plus fortes. Édouard Philippe perd 3 points par rapport au premier tour en avril, que nous mesurions en avril pour 2027, et Jordan Bardella en gagne 3. Donc l'écart continue de se creuser, et on voit qu'avec Raphaël Glucksmann à 13,5%, Jean-Luc Mélenchon à 11%, Édouard Philippe est en situation d'accéder au second tour, mais n'est pas non plus un qualifié certain, alors que Jordan Bardella fait en effet la course en tête. Ouais, Nathalie, sur ce sondage, en tout cas, il n'y a pas photo entre Jordan Bardella et ses concurrents. On est dans un véritable effet Rassemblement national ? 35%, c'est-à-dire plus d'un électeur sur 3. C'est absolument considérable. Je suis allée rechercher le score que j'avais oublié. Je savais que c'était plus de 30%, mais Nicolas Sarkozy, qui avait fait un score massif en 2007, c'était 31%. Donc on voit bien qu'on est dans un score hors norme, qui, je ne sais pas s'il se confirmera, mais qui, à mon avis, aujourd'hui, le signe, effectivement, je ne sais pas si c'est une envie de Rassemblement national, à mon avis, en tout cas, c'est le signe d'un rejet massif de l'ensemble de la classe politique. Parce que Jordan Bardella, aujourd'hui, il n'est pas au pouvoir, il n'a jamais été ministre, il n'a jamais été élu sur son nom propre, mais sur des scrutins de liste, et il est élu à Bruxelles, qui est quelque chose qui est un petit peu loin de l'opinion française. Donc il incarne, à tort ou à raison, un renouvellement de la classe politique. Un renouvellement parce qu'effectivement, il n'a pas les mains dans le cambouis, là, tout de suite, dans je veux dire, le marasme national qui est celui du budget. Il est dans une position par rapport à ça qui est justement celle de l'opposant, ce qui est toujours un petit peu plus simple. Et puis, il a le renouvellement générationnel. Il a une façon de faire de la politique qui est radicalement différente de celle d'Édouard Philippe, par exemple, qui est à 17% et qui est le second. Donc, je pense que ça signe l'immense agacement des Français vis-à-vis de la politique dont on est témoin tous les jours, chacun ici. Et
il faut voir, on est à 15 mois, il faut voir si effectivement cet immense, j'allais dire, rejet de la politique et cet immense engouement vis-à-vis de Jordan Bardella résiste à une campagne électorale. L'autre enseignement, c'est le second tour. Là aussi, on va découvrir les résultats. Et quel que soit l'adversaire de Jordan Bardella remporterait la présidentielle. C'est ça. Il aurait 53% des voix face à Édouard Philippe, 58% face à Raphaël Glucksmann et même 74% face à Jean-Luc Mélenchon. Ça montre que les duels ne sont plus du tout à l'avantage des forces opposées au Rassemblement national. Autrement dit, il brise la malédiction du plafond de verre du second tour parce que les votes de barrage sont de moins en moins présents. Dans un deuxième tour entre Jordan Bardella et Édouard Philippe, ce qu'on observe, c'est qu'il y aurait une grosse abstention de la gauche, donc qui bénéficie à Jordan Bardella. Dans un deuxième tour entre Raphaël Glucksmann et Jordan Bardella, une partie majoritaire des électeurs de Bruno Retailleau au premier tour choisirait Jordan Bardella, une partie non négligeable de la gauche s'abstiendrait. Donc tous ces reports de voix qui sont beaucoup moins favorables parce que les opinions politiques sont parfaitement fragmentées, ça fait le jeu du Rassemblement national qui, lui, finalement, en restant stable avec une base consolidée, réussit à être plus fort que ces forces politiques qui n'arrivent plus à s'allier et pour lesquelles on n'a pas forcément envie de faire un vote de barrage quand on n'est pas un sympathisant direct. Donc c'est vrai que la question des réserves de voix se posait pour le Rassemblement national, mais aujourd'hui, dans notre intention de vote de premier tour, Bardella plus Dupont-Aignan plus Zemmour, ça fait déjà 40,5% des voix. Il suffit de récupérer un peu des voix de Bruno Retailleau, avec en plus une abstention un peu plus forte dans un deuxième tour où on n'a pas forcément son candidat, qui fait qu'avec 45% des voix, mais au prorata, parce qu'il y a moins de gens qui ont voté, ça peut faire plus que 50, c'est un contexte qui bénéficie au Rassemblement national, parce que de moins en moins, un électeur de gauche va vouloir soutenir la majorité présidentielle et vice-versa. Je suis très réservée, moi, sur les sondages de second tour 15 mois avant, parce qu'on n'est pas dans une dynamique de campagne, on n'a pas de proposition à arbitrer. Donc moi, je suis très réservée. Et cela dit, en même temps, ça dit qu'effectivement, il y a une espèce d'élan vis-à-vis de Jordan Bardella, mais celui qui a été en tête généralement 15 mois avant n'a jamais été président 15 mois après, faut le rappeler. Et ensuite, le deuxième peut-être enseignement, c'est que Édouard Philippe, qui apparaissait comme un candidat naturel et dont on l'avait dit ici sur ce plateau même, ne serait-ce qu'avant l'été, aujourd'hui ne l'est plus. Et à mon avis, c'est ça qui est... Et il est sur une pente glissante même. Je ne sais pas s'il est sur une pente glissante. En tout cas, il perd des intentions de vote, il perd de la popularité. Il est sur une pente qui est pour l'instant un peu douce, qu'il avait anticipé. Il se considérait lui-même comme trop dans les sondages. Donc il disait, fatalement, à un moment, ça va baisser. Je pense que dans son entourage, on est plutôt assez heureux que ça baisse maintenant plutôt que dans 6 mois. Moi, je pense que c'est ça l'enseignement de ce second tour, plus que la cote de popularité de Jordan Bardella, qui est confirmée ici dans ce vote de second tour hypothétique, c'est le fait qu'effectivement, Édouard Philippe, et je pense que c'est un problème pour lui, n'apparaît pas comme le candidat évident du bloc central. Oui, et Gabriel Attal encore moins. Lui, dans le sondage, il est même pas au second tour. 11% des intentions de vote, ce qui le place en retrait par rapport au seuil de qualification pour le second tour. C'est 6 points derrière Édouard Philippe. Mais Édouard Philippe, c'est ce que dit Nathalie Moret. Aujourd'hui, il n'a les voix que de 53% des personnes qui ont voté pour Emmanuel Macron en 2022. Ça veut dire qu'il y a la moitié du socle électoral de 2022 de la majorité présidentielle qui s'est évaporée. Il y en a une partie qui irait vers Bruno Retailleau. Il y en a 20% qui vont sur la candidature de Raphaël Glucksmann. Donc il y a quand même énormément d'électeurs à ramener dans la maison du socle commun. C'est un enjeu pour Édouard Philippe. Et puis il y a un enjeu de deuxième tour de pouvoir rassembler plus largement. Parce que au premier tour, on voit bien que Jordan Bardella performe, mais dans ce sondage, on voit bien qu'il performe aussi au deuxième tour, qui est plutôt une opération de rassemblement républicain derrière une candidature, là où le RN, du fait du nom de Le Pen, du fait que le parti représente une menace pour la démocratie, n'arrivait pas à réussir ce pari du rassemblement au second tour. Là, ça semble être le cas, mais en effet, ce que disait Nathalie, on ne sait pas quel sera le contexte d'entre-deux tours, les appels au vote de barrage et dans quel sens ils seront suivis. Mais est-ce que quand même Jordan Bardella, il semble aussi bénéficier de divisions, alors aussi bien dans le bloc central, où à l'heure où on se parle, ça semble difficile d'avoir une candidature commune entre Bruno Retailleau
Retailleau et Édouard Philippe, Gabriel Attal. Et à gauche, où ça semble difficile, voire impossible, d'avoir une candidature commune, Jean-Luc Mélenchon et Raphaël Glucksmann, Olivier Faure. En fait, on a deux... Enfin, qu'est-ce qu'on sait sur 2017 ? On sait deux choses. Enfin, 2027, pardon. On sait qu'il y aura une candidature Rassemblement national. Sans doute Jordan Bardella. Et je trouve que cette candidature s'impose de plus en plus par rapport à Marine Le Pen. Et ensuite, on sait que Jean-Luc Mélenchon sera candidat et qu'il n'y aura pas d'alliance avec le Parti socialiste. Ça, ce sont deux candidatures dont on sait qu'elles seront là. Donc effectivement, c'est normal que ces deux candidatures-là soient fortes dans les sondages, puisqu'effectivement, elles sont certaines et qu'on les connaît et on sait aussi ce que proposent ces deux partis. Pour le reste, vous n'avez aucun candidat qui est certain. Effectivement, vous avez des candidatures déclarées ou pas, mais est-ce que, in fine, elles seront sur la ligne de départ ? On n'en sait rien. Et vous ne savez surtout pas ce qu'ils vont proposer. Donc, entre le Rassemblement national et LFI, vous avez quand même un gap qui n'est ni incarné par les idées, ni incarné par des gens. Donc, effectivement, c'est compliqué. Et on suivra évidemment tout ça et les enseignements de ce baromètre qui vont être nombreux. Merci beaucoup Erwan Lestron, merci beaucoup Nathalie Mauret. On va terminer par l'histoire du jour. C'est une histoire insolite. C'est dans les régions du groupe Ebra. C'est l'histoire de Bernard Tissot et de son tracteur flashé au pied du Louvre. Sauf qu'il est un paisible retraité du Jura, Saint-Jean-d'Étreux, et que son tracteur n'a jamais quitté son canton. On parle d'un tracteur de 1987 limité à 20 km/h. C'est un peu compliqué du coup de faire les 400 km qui le sépare de Paris. Et Bernard Tissot, il a quand même reçu une amende de 135 €. Il a porté plainte pour usurpation de plaque d'immatriculation, mais de facto, il a dû refaire sa carte grise et sa plaque d'immatriculation. C'est une mésaventure qui lui a quand même coûté quelques euros. Voilà. Merci beaucoup. Merci. C'est à lire dans les journaux du groupe Ebra. Merci Nathalie. Merci à vous. Merci Erwan d'avoir été avec nous. Merci à tous de nous avoir suivis. À 17h, vous suivrez en direct l'examen au Sénat de la suspension de la réforme des retraites. On se retrouve demain pour en parler. Très bonne journée.